Bon, bah, c'était un chouette début de journée. Vous savez que vous allez rentrer chez vous, vous allez casser la moitié de votre écurie pour le ventiler correctement, enlever la moitié de vos chevaux pour faire de la place pour le foin. Je rigole. Non, mais c'est pas que triste, hein. Il y a plein de choses chouettes. Il y a plein de choses chouettes. Je vais vous parler de ce qui se passe quand on a tout bien fait. Donc en prérequis, je mets tout ce qu'on a vu finalement, tout ce que je vous ai dit ce matin, la connaissance du foin, la réflexion, le choix des aliments concentrés en rapport avec le foin. Votre meilleur ami est votre producteur de fourrage, vous discutez régulièrement avec, vous lui offrez des chocolats à Noël. Et vous construisez un système de rationnement, ce qui me paraît être le plus logique, c'est-à-dire qu'en gros, vous essayez de prévoir, enfin, vous essayez de construire des rations avec apport énergétique croissant pour avoir un panel de rations dont l'apport calorique augmente. Vous avez un sac dans lequel vous pouvez piocher, vous avez des rations avec peu de calories, des rations avec moyennement de calories et des rations avec beaucoup de calories. Et le but du jeu, je vois madame foncer les sourcils, ah oui, non, c'est normal. En gros, vous avez tout un tas de rations qui sont équilibrées, au sens dont on a parlé ce matin. Et on essaye là, en ce moment, tout de suite, là, c'est ce qu'on va voir là, de s'adapter aux variations de dépenses énergétiques. Parce qu'une fois que tout est calé, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est s'adapter à la dépense énergétique. La dépense énergétique, elle est à mettre en face de l'apport énergétique. Donc en gros, c'est une balance. Il y a ce que je rentre, ce que je sors, ce que je dépense, ce que j'apporte par la nourriture. Si j'apporte plus de calories que je n'en dépense, l'organisme fait des réserves et il fait du gras. Si j'en dépense plus que j'en apporte, je suis en dette, soit j'ai du gras à brûler et je le brûle, soit je n'ai plus de gras à brûler, et on va voir après que ça ne se passe pas super bien. Alors, tout dépend aussi de l'intervalle de temps pendant lequel je suis soit en dette, soit en excès, bien sûr. Tout ça se balance avec le temps. Le rôle du tissu gras, du tissu adipeux, chez nous, chez tous les mammifères, c'est, entre autres, parce qu'il y a une activité hormonale, enfin il y a plein de choses, mais entre autres, c'est une activité de réserve énergétique. Il me semble important, alors Hélène en a parlé tout à l'heure, mais il me semble important que vous connaissiez les différents endroits de dépôt de gras pour que vous puissiez, on va le voir, estimer un peu l'état d'engraissement de votre cheval. Vous avez bien sûr le chignon, vous avez les côtes, qui est assez facile à voir, et je vous en parlais tout à l'heure, mais je vais vous encourager surtout à regarder ça, enfin, c'est peut-être le plus accessible. Et vous avez aussi un bourrelet adipeux à l'attache de la queue. On voit notamment chez les juments et chez les hongres aussi, on voit des fessiers qui sont excessivement développés. Et c'est aussi à cet endroit-là que ça se passe. On va parler, on va définir ce que c'est que la composition corporelle. La composition corporelle, c'est en gros deux choses. La masse grasse, c'est tout simple, hein, c'est la masse grasse, la masse maigre. La masse grasse, c'est schématiquement tout le gras de l'organisme. Le gras, il peut être à différents endroits. Il peut être sous la peau, il peut être à l'intérieur des muscles, et il peut aussi être, par exemple, intra-abdominal. Et vous avez aussi la masse maigre, qui est en gros le poids moins la masse grasse. C'est tout le reste. Le squelette, les viscères et la masse musculaire. Donc mon poids, c'est égal à ma masse grasse plus ma masse maigre. Sachant que si vous refaites des mesures et que vous essayez d'estimer la masse maigre, que sur un cheval qui a fini sa croissance, et même si votre intervalle de temps est assez faible, les variations de masse maigre, vous l'avez compris, seront vos variations de masse musculaire. Alors pour estimer l'état d'engraissement, parce que c'est comme ça qu'on y arrive, soit on essaye d'avoir quelque chose de qualitatif, soit on essaye d'avoir quelque chose de quantitatif. Il y a différentes façons d'y arriver. Si vous voulez du qualitatif, la notation de l'état corporel, ça peut être une bonne initiative. Si vous voulez plus de valeur, si vous voulez donc du quantitatif,
Il y a l'impédance-métrie qui est possible, mais qui fonctionne relativement mal chez le cheval, enfin en tout cas à ma connaissance. Et la technique de référence, me semble-t-il, est l'échographie du coussinet adipeux de la base de la queue. On voit ça tout de suite. Donc, la note d'état corporel, vous retrouverez dans différents systèmes et différents pays des échelles de notation qui vous demandent d'observer le cheval et de lui attribuer une note. Ça a un super aspect, c'est que ça vous oblige à regarder les chevaux, chose qu'on ne fait quasiment plus. Enfin, en tout cas, où tout le monde ne le fait pas. C'est pas extrêmement précis, mais on s'en fiche un peu aussi, parce que ce qui compte, c'est votre observation. Vous pouvez vous-même vous faire une échelle de notation personnelle, d'une certaine manière, si vous êtes plus à l'aise. C'est pas impossible. Et par le toucher, l'observation de différents endroits, vous pouvez quand même essayer de vous représenter l'état d'engraissement de votre cheval. La connaissance des différents endroits de dépôt de gras est pour le coup essentielle. Et l'exercice de votre œil, la répétition de l'exercice fera que, à mon avis, vous serez des hommes de chevaux plus avertis. L'impédance-métrie peut être essayée, enfin a été essayée à ma connaissance. Il faudrait demander à mes consoeurs si elles pensent la même chose que moi, mais à ma connaissance, je n'ai pas vu de machine qui donnait de résultats intéressants. De toute façon, les seules que j'ai vues, elles étaient calibrées avec la technique échographique dont je vais vous parler juste après. Donc peu d'intérêt, à mon sens. J'avais essayé un jour de faire les calipers. Je n'ai jamais réussi à trouver un résultat intéressant. La technique de référence, si on veut une valeur chiffrée, c'est l'échographie donc, du coussinet de la base de la queue, du coussinet adipeux. Donc c'est une publication, en gros, si je vous raconte brièvement l'histoire, à l'avènement de l'échographie en médecine vétérinaire, qui a suivi juste après, qui a suivi l'échographie en médecine humaine, une bande de chercheurs motivés et un peu sans cœur ont décidé d'échographier les différents endroits de dépôt de gras des chevaux. C'était à l'époque où peut-être l'éthique était un peu moins présente dans les études. Ils ont essayé de voir quel était leur pourcentage de graisse total. Pour ce faire, ils ont été obligés de les passer à la moulinette, ce qui n'était pas très sympa. Et ils ont trouvé une assez bonne corrélation entre la mesure de ce coussinet adipeux-là et le pourcentage de graisse totale des chevaux qu'ils avaient étudiés. Mon sentiment à moi, ce n'est que mon sentiment à moi, c'est que pour avoir une mesure vraiment précise, il faudrait avoir plusieurs sites d'échographie. Mais de disponibles, en tout cas dans la bibliographie, il n'y a que ce site-là. Ça permet quoi ? Ça permet d'avoir une estimation du pourcentage de graisse totale. Même information que quand nous passons sur des balances à impédance-métrie. Ce pourcentage de graisse totale, si on le multiplie par le poids, permet d'avoir accès à la masse grasse. Et la soustraction de la masse grasse, enfin du poids par la masse grasse, donne la masse maigre. C'est tout bête. Je l'explique peut-être mal, mais c'est tout con. L'échographie permet d'avoir le pourcentage de graisse. Si on multiplie le pourcentage de graisse par le poids, on a la masse grasse. Si on fait le poids moins la masse grasse, on a tout le reste, la masse maigre. Ça va ? Bon. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'un poids tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut être une indication, mais ça ne veut pas obligatoirement dire grand-chose. Là, c'est une donnée simplifiée, mais c'est une donnée réelle. Vous pouvez avoir un cheval de 500 kg avec 50 kg de masse grasse et 450 kg de masse maigre. Mais ce cheval peut aussi faire 500 kg en ayant 80 kg de masse grasse et 420 kg de masse maigre. Il peut aussi faire 500 kg s'il a 20 kg de masse grasse et 480 kg de masse maigre. Et ça ne sera pas le même cheval. C'est bon ? Ah bah zut alors. Donc le rôle de réserve de la masse grasse, je crois que l'exemple le plus parlant, et ça va peut-être parler à ceux qui ont des chevaux qui ont une forte dépense, notamment les entraîneurs de trotteurs ou de galopeurs qui sont présents éventuellement, mais ça marche un peu comme ça.
donc la masse grasse est représentée en rouge et son échelle est représentée en ordonnée à droite. La masse maigre est représentée à gauche et vous avez l'évolution dans le temps en abscisse. Si je prends un cheval dans un pré, je n'ai pas travaillé du tout, il a mangé beaucoup. On peut considérer qu'on est au départ. Ma masse grasse est relativement haute, ma masse maigre est relativement basse. Je fais mon travail d'entraîneur, de cavalier, ce que vous voulez. Mon travail, c'est de donner du travail à mon cheval et de le construire. J'augmente sa masse musculaire, ce qui est, somme toute, relativement logique. J'augmente sa masse musculaire et de ce fait, étant donné que le travail que je lui fais, qui est un travail de préparation, n'est pas excessivement compliqué à quantifier, j'arrive à lui fournir une ration qui lui fournit suffisamment de calories pour faire ce boulot-là. Ce qui se passe dans ces moments-là, ma masse musculaire augmente en bleu, et ma masse grasse diminue. Tout se passe bien. J'atteins un pic de masse musculaire parce que les arbres ne montent pas au ciel. Là, on est dans un cas parfait. Hein. Le cheval ne boite pas, tout va bien, vous montez excessivement bien, vous avez une maîtrise totale de votre travail, tout se passe super bien. Ma masse maigre atteint un plateau. Et je commence, et notamment ça se trouve assez souvent dans les courses, à ce moment-là, en règle générale, les entraîneurs pensent que leur cheval est prêt. Et c'est juste, le cheval est prêt, peut aller courir. Et l'écueil qui est souvent rencontré, c'est qu'ils augmentent la quantité de travail parce qu'ils augmentent la quantité de courses, sans augmenter réellement l'apport calorique. Et dans ce cas-là, super, génial, ma masse grasse joue son rôle, formidable, et elle encaisse le choc. C'est-à-dire qu'à partir de la première flèche, non, c'est pas ça, hop, à partir de la première flèche ici, je commence à surtravailler par rapport à ce que je donne à manger. Alors, même s'il y a une légère descente de ma masse maigre ici, théoriquement, ma masse grasse compense la dette énergétique et ma masse maigre reste sensiblement la même. Et tant que je mange cette réserve-là, tout se passe bien. En revanche, il y a un moment, si je pousse un peu le bouchon, ma masse grasse arrête de descendre et elle se stabilise. C'est ce qu'on voit ici. Et quand elle se stabilise, il n'y a plus rien d'autre à manger que de la masse musculaire. Et dans ce cas-là, la fonte musculaire est très importante. Parce que le rendement énergétique des protéines, il est très mauvais. C'est pour ça qu'on fait des régimes hyperprotéinés, par exemple. Et donc, vous avez des chevaux, et vous l'avez peut-être remarqué chez les chevaux de course, par exemple, où quand ils sont vraiment un peu au bout de ce qu'ils peuvent faire, ils n'ont plus de muscles du tout sur l'encolure, le dos et l'arrière-main. Parce que les masses musculaires chez le cheval, les plus grosses, elles sont au-dessus. Donc à partir du moment où vous avez ça, dans ce cas de figure-là, ce n'est pas la seule raison, mais à partir du moment où vous avez ça, c'est que vous avez une dette énergétique qui a duré pendant assez longtemps et que vous n'avez pas su compenser l'histoire. Alors on est d'accord que l'optimum pour un cheval de course, l'optimum, il se situe... allez, dans cette zone-là, entre mes deux flèches, quoi. Plus mon cheval a besoin d'être léger, plus mon cheval a des problèmes ostéo-articulaires, par exemple, plus peut-être je vais essayer d'avoir un poids faible. C'est-à-dire, en gros, plus je vais être là. Plus je vais vouloir le garder performant, mais aussi beau pour X raisons, parce que je veux le vendre, parce que je veux avoir une marge de sécurité plus importante, plus je me mets là. Mais c'est aussi une réflexion à avoir avec votre vétérinaire traitant. Et en gros, l'histoire, ça va être de savoir évaluer votre cheval, soit par cette technique-là, soit par l'observation que vous allez pouvoir faire, et adapter régulièrement l'apport énergétique de vos rations pour garder votre cheval dans l'état dans lequel vous souhaitez l'avoir. Je ne sais pas si je suis clair. Je suis clair. Alors, formidable. Donc, ça nécessite, encore une fois qu'on a réglé tous nos problèmes de logistique, ça nécessite d'avoir un sac dans lequel je peux piocher des rations dont l'apport énergétique est différent, regarder mon cheval et faire un pari sur l'avenir, d'une certaine manière. C'est-à-dire, en gros, je suis aujourd'hui, mon cheval est dans cet état-là. Je sais qu'il a eu tel travail le mois précédent, par exemple. Je sais qu'il va avoir, parce que c'est mon travail d'entraîneur, tel travail le mois prochain. Je fais un pari. Est-ce que je laisse mon apport énergétique tel qu'il est? Est-ce que je l'augmente ou est-ce que je le descends? Vous vous tromperez, tout le monde se trompe, mais ce n'est pas grave.
Parce que la réévaluation que vous ferez le mois d'après vous permettra de ne pas descendre à des valeurs vraiment très faibles, ou en tout cas problématiques. Et je crois que l'une des clés, à mon sens, je crois que l'une des clés de la gestion alimentaire du cheval, c'est que vous réévaluiez régulièrement les rations. Toutes ces rations qui ne bougent jamais, parce que vous avez l'impression de faire, et je pense qu'Hélène l'a bien montré ce matin, c'est-à-dire qu'en gros, le travail d'équitation qu'on fait, ou même quand on a l'impression de travailler un cheval, les gens vous disent « je travaille mon cheval ». Je vais vous dire un secret, c'est très méchant ce que je vais vous dire. Mais en règle générale, ils travaillent plutôt leur équitation à eux. Non, il faut qu'on soit conscient de ça, quand même. Donc, pour vraiment donner du travail, encore une fois, je crois qu'Hélène l'avait montré ce matin, pour donner vraiment du travail à un cheval et le construire musculairement, il faut travailler longtemps. Longtemps. C'est des machines pour bosser. On les a utilisées pour ça quand même pendant très longtemps. Donc, encore une fois, la réévaluation régulière de ce que vous avez fait, de ce que vous allez faire, et le pari sur la quantité de calories que vous allez distribuer, elle sera extrêmement bénéfique. Et elle aura comme conséquence de mieux gérer le poids de votre cheval, d'éviter les prises de poids que vous ne voyez pas venir. Encore une fois, les premiers kilos faciles à perdre, c'est ceux qu'on ne prend pas. Je vais vous parler à un connaisseur. Non mais c'est d'une logique implacable, je sais. Mais voilà. Et le fait d'avoir une ration qui ne bouge pas, même si vous avez l'impression que votre travail ne bouge pas, il y a tellement de choses qui font que la dépense énergétique bouge. Le climat, là où le cheval est stationné, même votre travail, même la masse musculaire, parce que plus le cheval est entraîné, plus la dépense varie aussi. Enfin, voilà. Tout ça, c'est mouvant et ça doit bouger. Si vous avez un tout petit peu de connaissance en alim, eh ben, vous allez pouvoir le faire bouger et vous allez améliorer grandement, me semble-t-il, l'efficacité de votre travail. Vous éviterez, et j'en terminerai là, vous éviterez le fameux « Ah, oui, mais on est en début de saison, c'est pas grave s'il est trop gras. Parce que je sais qu'il va perdre. » Celui qui dit ça, c'est celui qui sait qu'il ne peut pas rattraper le truc une fois que c'est cassé. Une fois que le cheval est parti à maigrir, il sait qu'il n'a aucun moyen de le reprendre. Alors que, et ça aboutit, enfin, je pense que vous le savez, ça aboutit quand même à des chevaux en début de saison qui sautent des obstacles parfois très gros avec 20 kg de trop. Imaginez 20 kg de trop en répétition, en réception, tout le temps sur les tendons. C'est pas très, on n'épargne pas véritablement le squelette. Donc, si vous avez cette connaissance-là, et encore une fois, je vous promets, croyez-moi, c'est pas si dur. Il faut juste s'y mettre, et c'est pas si dur. Si vous avez cette connaissance-là, vous n'avez plus besoin de prendre une assurance aussi grande que ça. Vous savez à peu près que si votre cheval est maigri, vous saurez comment aller le rattraper. Et si votre cheval grossit, vous saurez aussi comment aller le descendre. Ça doit être, à mon sens, la connaissance de base de tout homme de cheval. C'est ce que je crois. Je l'aime bien. Je voulais vous dire une chose. J'ai été super content de venir. Vraiment. Merci, Charles.